Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Emma Biard de La Bascule, qui est une association. Il y a les slides. Pour commencer, je voulais vous parler du constat scientifique pour mieux comprendre pourquoi aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui s'engagent et pourquoi il faut que tous les jeunes s'engagent et plus généralement tous les acteurs de la société. Alors, sur le constat scientifique et sur l'écologie en général, très souvent, on parle du réchauffement climatique. Donc, le réchauffement climatique, il est dû aux émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on en voit de plus en plus les conséquences, avec notamment les feux en Australie, etc. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas seulement ce problème autour de l'écologie. Il y a aussi la destruction du vivant. Aujourd'hui, en 50 ans, on a perdu 60% des vertébrés. Et ça, c'est en partie dû à l'urbanisation. On parle souvent d'artificialisation des sols, c'est-à-dire que l'homme détruit en fait des espaces naturels pour les urbaniser. Aujourd'hui, il y a seulement un quart des terres qui ont échappé aux effets de l'activité humaine. Un autre des problèmes, c'est l'extraction des ressources non renouvelables. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais 80% de l'énergie qu'on utilise, elle provient des énergies fossiles, c'est-à-dire du gaz, du pétrole et du charbon. Ces énergies, elles sont non renouvelables. Et par exemple, le pétrole, dans 50 ans, nous n'en aurons plus. Et ça, c'est si on continue au rythme de consommation actuel. Mais si on continue à consommer de plus en plus, ça ira encore plus vite. Et tout ça, bien évidemment, ça va avoir des conséquences sur nos vies. Tout d'abord, il y a déjà, et il va y avoir de plus en plus, des baisses des rendements agricoles. Cela, ça peut rapidement entraîner vers des pénuries alimentaires. Le réchauffement climatique, vous le savez sûrement, va entraîner la montée des eaux et des migrations climatiques. L'extraction des ressources non renouvelables, ça va entraîner des pénuries énergétiques. Et tout ça, ça peut très rapidement emmener vers des conflits, vers des guerres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, il devient vraiment nécessaire qu'il y ait une prise de conscience globale et de la part de tous les acteurs, donc des politiques, des entreprises et des citoyens, de ces enjeux, pour que des décisions à la hauteur de ces enjeux-là soient prises. Mais il y a aussi la nécessité que ces différents acteurs se mettent tous autour de la même table, discutent ensemble pour trouver les solutions. On n'a plus le temps, en fait, aujourd'hui, de se quereller sur toutes les questions classiques un petit peu autour de l'écologie. Aujourd'hui, on entend beaucoup de débats autour de décroissance ou croissance verte, de est-ce qu'il faut changer le système de l'intérieur ou de l'extérieur, de est-ce que c'est plus important d'agir au local, à l'international, au national. Toutes ces questions, j'ai moi-même mon positionnement sur ces différentes questions, mais pour moi, ce qui est important vraiment aujourd'hui, c'est qu'on a tous un but commun qui est de sauver la vie sur Terre, tout simplement. Et pour ça, il me semble vraiment nécessaire de tous coopérer pour trouver les bonnes solutions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces solutions, elles existent déjà en partie. Il y a énormément d'associations, d'initiatives qui se lancent tous les jours. Mais le problème, c'est que surtout dans le monde de l'associatif, il y a très souvent un manque de temps, un manque d'argent, un manque de personnes, un manque de lieux pour héberger toutes ces personnes qui travaillent pour la transition. Et en mettant autour de la table et en s'entraidant avec les différents acteurs de la société, tout ça, ça pourrait vraiment avancer plus. Un autre problème, c'est que souvent, il y a vraiment un manque de lien entre les différents acteurs. Et c'est pour ça que, pour moi, aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à mieux coopérer, d'arriver à mutualiser les compétences pour pouvoir avancer ensemble là-dessus. C'est pourquoi on a lancé le mouvement La Bascule autour de ce constat-là. Le constat que toutes les solutions existent, mais que ces solutions, elles manquent de liens pour arriver à changer d'échelle et à réellement impacter la société. Alors à La Bascule, nous recrutons des volontaires pour faciliter l'entraide entre les porteurs de projets et amplifier les dynamiques de mobilisation citoyenne. Nous organisons des formations à l'intelligence collective et à la posture de coopération pour aider les acteurs à mieux travailler ensemble. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs veulent travailler ensemble, mais c'est souvent compliqué et on a besoin d'aide pour ça. Il y a un proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et c'est pour ça que nous nous attachons beaucoup à faciliter tout ça.
Nous organisons aussi des séminaires pour aider des collectifs à se structurer, pour aider des associations à travailler ensemble. Et on organise aussi des réunions interassociations pour que ces associations lancent ensemble des projets communs. Et pour faire tout ça, nous créons des lieux de bascule, c'est-à-dire des lieux de vie-travail où nous sommes logés et nourris pour travailler à plein temps à la transition. Et dans ces lieux de vie, on vit dans la sobriété, on vit en communauté. Et nous nous formons, donc bien sûr à l'intelligence collective, mais aussi au lobbying citoyen, aux enjeux du dérèglement climatique ou encore à des choses comme la permaculture. Et tous les jours, nous travaillons quotidiennement pour les transitions, que ce soit locales ou nationales. Et on fait ça avec plein d'acteurs différents. Je te laisse la parole. Merci. Bonjour, donc moi c'est Angel Prieto et j'appartiens au mouvement du Manifeste pour un réveil écologique. Donc ce que je vais faire, c'est tout d'abord vous présenter un peu les responsabilités de différents acteurs. Donc en particulier voir qu'est-ce qui peut relever de l'impact individuel, de l'impact des entreprises ou des collectivités. Donc c'est aller peut-être plus sur la partie un peu chiffre de ce que racontait Emma. Et ensuite, je vous présenterai le mouvement dont je fais partie et comment moi, je m'engage au quotidien. Donc ça va être une partie un peu plus centrée sur le côté climat. Donc Emma vous a dit qu'il y a également des problèmes par rapport à la biodiversité et la destruction du vivant, l'urbanisation ou bien l'épuisement des ressources. Donc là, on va peut-être choisir plus le climat. C'est une question qui est très urgente et qui est plus facile à quantifier. Donc ça nous permettra de mieux comprendre d'un point de vue chiffre ce qui se passe. Donc là, vous voyez où est-ce qu'on est aujourd'hui en termes d'émissions de gaz à effet de serre en moyenne pour chaque individu en France. Donc c'est les 11 tonnes équivalent de CO2. Et l'objectif auquel on devrait arriver en 2050 pour respecter les accords de Paris, c'est 2 tonnes équivalent de CO2 par personne et par an. Donc vous voyez qu'il y a un énorme changement à faire. C'est de l'ordre de moins 80%. Et alors, dans cette diminution, qu'est-ce qui relève finalement de mon impact à moi, individu, et qu'est-ce qui relève de l'impact des entreprises ou de l'État? Donc la partie individu, vous voyez ici une première box où il y a moins 25%. En fait, ça, c'est les changements, l'impact que je peux espérer obtenir à partir de changements individuels qui ne nécessitent pas vraiment d'investissement. Donc ça va être mes changements dans mes modes de vie. Typiquement, je vais consommer une alimentation beaucoup plus locale, moins de viande. Je vais arrêter d'utiliser l'avion pour partir en vacances. Et ensuite, il y a moins 20% qui, là, vont être des actions plus avec des investissements. C'est si je rénove mon logement, si j'achète peut-être une voiture électrique plutôt qu'une voiture à essence, etc. Ensemble, ça peut faire jusqu'à moins 45%. La réalité, c'est que ces moins 45%, on arrive à les obtenir si on est exemplaire et presque un super-héros, parce qu'on y va à fond et on fait énormément de choix contraignants. En pratique, on peut espérer à ce qu'un individu qui vraiment se pose des questions et fait quelques efforts arrive à faire moins 20%. Moins 20%, c'est quand même pas toute la baisse qu'on voulait obtenir. Donc c'est la partie bleue que vous voyez. Il manque encore 60%. Et ces 60%, ils dépendent en fait de l'environnement économique dans lequel on vit. Et typiquement, si moi j'ai envie d'utiliser de l'électricité qui soit peu carbonée, c'est à l'État ou aux entreprises de me fournir des services qui vont avec. Peut-être que j'ai envie de consommer un maximum de produits locaux, mais si dans les supermarchés on ne m'en propose pas, ça va être difficile pour moi d'en trouver. Donc il y a aussi une grosse part, donc c'est moins 60%, qui dépend de plus de l'action collective. Et donc là, cette petite introduction, je voulais vous montrer qu'il y a des gestes perso qui sont très importants et que sans eux, on ne peut pas arriver aux 2 tonnes équivalent de CO2, mais qu'il y a aussi des actions qui relèvent de l'État ou des entreprises. Et alors, où est-ce qu'en sont les entreprises, justement? Ce que je constate, c'est qu'il y a une prise de conscience progressive, donc de la part des employés, de la part des clients, par exemple, qui vont être demandeurs de services plus en phase avec leurs convictions environnementales. Il y a quelques actions dans les entreprises. Souvent, c'est des actions qui sont en fait un peu insuffisantes ou carrément insuffisantes,
parce que typiquement, on va dire qu'on va enlever les gobelets en plastique dans les bureaux, qu'on va faire le tri, mais on ne va pas forcément s'attaquer au modèle d'affaires dans l'entreprise et à son cœur de métier. Et il y a également un très fort risque de greenwashing. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce que c'est que le greenwashing, mais c'est une stratégie de communication qui consiste à se donner une image beaucoup plus éco-responsable que ce que l'entreprise fait réellement. Donc si par exemple le McDo change, comme ils l'ont fait, leur logo pour faire qu'ils deviennent verts plutôt que rouges, c'est une image plus verte, alors qu'en fait ils n'ont pas derrière fait des actions concrètes pour être vraiment plus en phase avec le contexte environnemental. Donc ce que les entreprises devraient faire, c'est placer l'environnement vraiment au cœur de leur stratégie et en faire un vrai sujet, adopter une vision beaucoup plus long terme et définir des modèles d'affaires justement qui soient compatibles avec les limites planétaires. Finalement, cette slide, je vais la passer parce que je n'ai pas beaucoup le temps. Et ça me ramène à mon engagement, qui est celui pour un réveil écologique. Alors, tout part d'un manifeste. C'est un manifeste qui a été écrit il y a un peu plus d'1 an par un certain nombre d'étudiants. Et ce qui est dit dans ce manifeste, c'est tout d'abord un rappel de l'urgence environnementale, celle dont Emma vous a très bien parlé, et de l'insuffisance des actions qui sont actuellement menées pour y répondre. Donc ça, je voulais un peu expliquer dans la partie précédente. On identifie donc les limites de notre système économique, et surtout, très important, on y affirme la détermination des étudiants à changer ce système économique dans lequel nous ne croyons plus. Donc c'est vraiment se mettre dans une logique d'action et dire qu'on n'a pas envie de subir un système qui ne correspond pas à nos valeurs et qu'on est prêt à vraiment remettre notre zone de confort en question pour contribuer à le changer. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc déjà, en signant cet appel, ce manifeste, je vous invite à le lire d'ailleurs. S'il y a des professeurs dans la salle, vous pouvez peut-être même faire travailler vos étudiants sur ce test qui est assez bien écrit, ma foi, et intéressant à analyser. Et donc, une fois qu'on a signé ce test et qu'on a affirmer notre volonté de changer ce système, on peut mettre en place des actions concrètes. Et donc, les leviers d'action dont on dispose en tant qu'étudiant, ils sont au nombre de 2. Il y a d'abord le fait de changer sa formation. Et il y a ensuite le fait de choisir son employeur en fonction de critères environnementaux. Et donc, si vous allez sur la plateforme .unveilleécologique.org, vous pourrez voir qu'il y a un kit expliquant comment changer les enseignements pour mettre en place plus d'environnement. Et également comment choisir son employeur à partir de critères environnementaux. Voilà, donc vous avez quelques chiffres en dessous qui expliquent les retombées de l'engagement. Bonjour, donc moi c'est Adèle et je fais partie d'une ONG qui s'appelle Climates. Et je suis surtout venue en fait pour vous parler des politiques qui sont mises en place. Donc face au constat que Emma a fait au début de ce panel, on peut se demander, bon d'accord, il y a une crise environnementale, il y a une crise climatique, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nos gouvernements font? Qu'est-ce que l'Union européenne fait? Qu'est-ce qui est fait à l'international? Et c'est un peu les 3 échelles d'action. Donc je vais pas venir ici pour vous passer en détail toutes les réglementations et les régulations qui sont faites au niveau environnemental parce que ce serait très long et potentiellement très ennuyeux. Mais c'est juste pour vous dire que déjà en France, on a depuis 2015 une loi qui est donc la loi de transition écologique qui en fait est déclinée en plusieurs instruments, notamment une stratégie bas carbone où en fait la France a un objectif d'être neutre en carbone pour 2050. C'est-à-dire que tout ce qu'on va émettre en émissions de CO2 va se faire compenser par des puits de carbone. Donc ça peut être par exemple les forêts, les terres, les océans, etc. Donc c'est-à-dire qu'on n'émettra pas plus que ce qu'on peut absorber. Et donc cette stratégie, elle fonctionne avec des sortes de paliers tous les 5 ans qu'on appelle des bilans carbone et qu'on doit respecter et qui mettent des limites d'émissions de gaz à effet de serre qu'on doit respecter. Et on a remarqué que sur le premier bilan carbone, on l'a malheureusement dépassé de 4%.
Donc, la stratégie, elle a été revue. Et beaucoup de gens se sont demandé pourquoi on avait dépassé. Et il y a beaucoup d'explications qui sont avancées, mais c'est surtout une déconnexion entre ce qui est fait au niveau national et ce qui va être fait au niveau plutôt local. Et là-dessus, j'attire votre attention sur le fait que bientôt, on a les élections municipales en France et que 50 à 70% des politiques qu'on met en place pour lutter contre le changement climatique, c'est au niveau local. Donc ça, c'est ce qu'on a pour le niveau national. Pour le niveau européen, c'est pareil, on fonctionne avec des cibles pour 2030 et l'Union européenne a une stratégie pour 2050 pour être également neutre en carbone. Donc là-dessus, on est aligné. Le seul problème, c'est que si on prend ce qui est fait maintenant, on se rend compte en fait qu'on pourra faire que 60% de ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Donc ça veut dire qu'il faut revoir les politiques à la hausse et les renégocier, sachant que dans l'Union européenne, on n'est pas tous d'accord. Il y a des pays comme la Pologne, qui dépendent beaucoup du charbon, qui, eux, ne sont pas d'accord, par exemple, pour sortir rapidement des énergies fossiles. Donc il faut négocier tous ensemble pour augmenter ces politiques. Et au niveau international, c'est un peu la même chose, parce que donc, le changement climatique, c'est un problème qui est global. Et donc ça veut dire que tous les pays doivent se mettre d'accord pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, parce que si par exemple nous en France on était très vertueux mais que dans un autre pays ils polluent énormément, les effets seraient quand même terribles pour tout le monde. Donc du coup il y a un cadre international, mais pareil, si vous regardez le petit thermomètre qui est mis, on se rend compte que pour l'instant on va sur un réchauffement de plus de 3 degrés au niveau international. Et là on va bientôt avoir la COP26 qui va se tenir à Glasgow cette année. Et en fait, à la COP26, les pays vont devoir fournir des nouveaux plans climat pour permettre justement qu'on n'atteigne pas cet objectif de 3 degrés. C'est pour ça que ça va être très important de suivre ce qui va être fait au niveau de cette COP. Et là, j'ai mis une petite carte où vous pouvez voir les pays qui sont alignés pour l'instant avec les objectifs. C'est les pays en vert. Et vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Et même quasiment pas. Et qu'on est plutôt sur du moyennement suffisant. Donc ça, c'est pour vous donner un petit panorama de ce qui est fait. Donc moi, là-dessus, quand j'ai été confrontée à tout ça, je me suis dit, comment moi, je peux agir à mon échelle si toutes les décisions sont prises dans les ministères, à la Commission européenne ou dans les enceintes des Nations Unies? Comment moi, en tant que jeune, je peux faire une différence et m'impliquer? Est-ce que ma voix va compter? Et en plus, je n'ai pas d'expertise forcément sur ces sujets. Donc, que faire? Et donc, j'ai rejoint une ONG qui s'appelle Climates, qui a été fondée en 2011 et qui se base vraiment sur l'idée de dire il n'y a pas une seule bonne manière d'être activiste ou d'être militant, il y a plusieurs manières. Et en fait, il faut un peu trouver la manière qui te correspond d'agir pour la planète. Et donc là-dessus, l'ONG, on propose des projets de plaidoyer. Donc le plaidoyer, c'est quand on va aller voir les décideurs politiques et on va dire nous, en tant que jeunes, on veut ça. On a aussi des projets de recherche, donc c'est plus écrire des articles, des papiers, des documentaires. Et on a aussi des jeux qu'on va faire dans les universités et dans les écoles. On va faire par exemple des jeux de rôle pour expliquer les questions de changement climatique. Et grâce à cette ONG, j'ai pu voir déjà que c'est pas parce que, par exemple, on va dans la rue, c'est une manière de faire de l'activisme. C'est une manière qui est très importante parce qu'il faut de la jeunesse dans la rue, mais il y a d'autres manières qui peuvent plus refléter un peu votre tempérament et votre personnalité. Donc c'est ce qu'on essaye en fait de proposer à Climates, et également de proposer de bâtir des expertises. Donc nous on dit si vous n'y connaissez rien au changement climatique, c'est génial, venez. Et on va expliquer et après vous devenez un peu expert de votre sujet. Donc si les océans ça intéresse, vous travaillez sur les océans ou sur l'agriculture ou sur les déchets, etc. Donc voilà, c'était un peu le message que j'essayais de faire passer. Il y a plein de moyens de s'investir, il y a plein d'ONG. Là, nous, on représente 3 ONG, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc voilà, et donc je vous encourage à vous intéresser à ça. Merci à vous 3. Avant que vous partiez, j'ai une petite question. Alors d'abord parce qu'il nous reste un peu de temps, en 1 minute 30. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle formation vous avez faite? Juste pour info, puisqu'en fait on a dans la salle des jeunes à qui on met la pression pour qu'ils choisissent ce qu'ils vont faire l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait vous, votre parcours scolaire? Moi j'ai fait Sciences Po Lille, un master en politique de développement. Moi j'ai fait une prépa scientifique et ensuite une école d'ingénieur. Et j'en profite peut-être pour dire que peu importe la formation, peu importe le métier,
il y a toujours moyen de contribuer à la transition écologique à tous les niveaux. Et donc ça, c'est important de le garder toujours en tête. Je rejoins complètement ce qu'il dit. Et moi aussi, j'ai fait comme lui, prépa et école d'ingénieur. Et je suis encore dans mes études. Je suis en césure actuellement. Merci, vous avez anticipé sur la deuxième question, qui était est-ce que vous pensez que c'est ça qu'il faut faire pour construire le futur? Donc, vous avez répondu. Donc, vous voyez, on identifie des problématiques assez rapidement, on se met en action, on amène des solutions et finalement, on avance tous ensemble. Merci à vous.